Il y a quelques jours, à Bruxelles, un médecin généraliste de garde a vu débarquer, en l'espace de seulement 10 jours, 3 patients en urgence pour la même chose. 3 patients, ouais. Oui, et pour des autorragies. Donc pour ceux qui ne visualisent pas, c'est du sang qui s'écoule directement de l'oreille. C'est toujours très impressionnant. Très. Et parmi eux, il y avait 2 enfants en pleurs et un adulte avec carrément un tympan complètement perforé. Et le pire, c'est que l'arme du crime, c'était pas un objet pointu terrifiant, c'était juste un petit bâtonnet ouaté. Le fameux coton-tige, ouais. Et en fait, les données médicales mondiales confirment cette tendance. C'est effarant. Ce qu'on perçoit tous comme un geste banal, un geste de propreté inoffensif, c'est la cause numéro 1 des traumatismes auriculaires aux urgences. C'est fou. Eh ben, il y a une déconnexion totale entre notre intention de nous laver et les dégâts réels qu'on inflige à nos tissus. Eh bien, c'est exactement la mission de notre analyse d'aujourd'hui. On va décortiquer tout ça. L'objectif de notre exploration, c'est vraiment de déconstruire ce mythe tenace de l'hygiène auriculaire et de comprendre ce qui se passe biologiquement quand on introduit ce bout de coton. Ouais, on va regarder la mécanique de tout ça. Exactement. Et pour rendre ça bien concret, on va s'appuyer sur les profils les plus fréquents rencontrés par les médecins à travers 4 patients fictifs. On a Ouda, Thomas, Rosario et la petite Sephora. Je trouve que c'est une super approche parce que ça permet de dépasser les simples statistiques. On voit bien comment une même action, un simple nettoyage, peut créer des catastrophes différentes selon l'âge, l'anatomie ou juste la force qu'on met. Bon, alors plongeons directement dans le premier scénario, l'urgence immédiate. Prenons le cas de la petite Sephora. Un parent lui nettoie l'oreille, un geste routinier, et hop, l'enfant bouge brusquement. Ah oui, classique. Ou alors le cas de Ouda, une adulte, qui le matin a le réflexe de pousser le bâtonnage juste 1 millimètre trop loin. La conséquence est immédiate, une douleur foudroyante, aiguë, et puis le sang qui coule. C'est le tableau typique de l'autoragie traumatique. Et là, la vue du sang qui sort de l'oreille, ça déclenche toujours une panique viscérale. Tu m'étonnes. C'est normal. L'oreille est sur la boîte crânienne. Du coup, dans la tête des gens, le lien se fait tout de suite avec une lésion cérébrale. C'est exactement la première question qui vient. Est-ce que le sang vient de l'intérieur du cerveau? Enfin, je veux dire, le cerveau est quand même protégé par le crâne, non? Bien sûr, il y a une protection osseuse massive, heureusement. Le sang qu'on voit là, il vient de structures beaucoup plus en surface. En fait, si on regarde le conduit auditif externe, il n'est pas du tout uniforme. Ah bon? Non. Le premier tiers, à l'extérieur, c'est du cartilage. Mais les 2 tiers internes, c'est de l'os. Et sur cette partie osseuse, la peau est incroyablement fine. Genre vraiment fine. Très fine. Et il n'y a aucune couche de graisse en dessous. La peau est littéralement collée à l'os et elle est très, très vascularisée. Donc la moindre friction avec un bout de coton bien sec, ça érafle cette peau et ça saigne abondamment. D'accord, donc avant même de toucher le tympan, on s'écorche les murs du canal. Exactement. Mais si le bâtonnet va vraiment au bout, il frappe cette fameuse membrane. Moi, j'imagine toujours le tympan comme, je sais pas, un bouclier super rigide. Ah, c'est trompeur comme image. Il faut plutôt voir ça comme une peau de tambour, mais translucide et extraordinairement fine. Le tympan fait à peu près 1/10 de millimètre d'épaisseur. 1/10 de millimètre. C'est rien du tout. C'est minuscule. Il y a juste 3 petites couches de cellules. De la peau à l'extérieur, une muqueuse à l'intérieur et au milieu, une petite trame fibreuse élastique. C'est ça qui lui permet de vibrer au son. Mais du coup, si c'est si fin, si on le perce, la question évidente, c'est est-ce qu'on va devenir sourd? Parce qu'un trou dans un truc qui doit vibrer, c'est comme crever l'haut-parleur d'une radio. Alors, la réalité médicale est un peu plus nuancée. Une perforation ne rend pas totalement sourd, parce que la cochlée, l'organe interne, est intact en général. On parle plutôt d'une surdité de transmission. Donc le son passe moins bien, c'est ça? Voilà. La peau de tambour est déchirée, donc elle vibre mal. Elle transmet mal le son aux petits osselets qui sont derrière. La perte dépend vraiment de la taille du trou. Par contre, attention, si le coup de coton-tige est très violent, ça peut luxer, donc déboîter carrément les osselets. L'atteinte auditive est beaucoup plus grave, il faut opérer. Ça m'amène à la fameuse question des patients. Est-ce que le tympan va se reboucher tout seul? Parce qu'on ne peut pas recoudre un truc d'1/10 de millimètre, si. Non, impossible. Le fil déchirerait tout. Mais le corps est bien fait. La grande majorité des petites perforations se referment toutes seules. Les cellules repoussent pour combler le trou. Sans rien faire? Ni à une condition stricte. Il faut que l'oreille reste parfaitement sèche. Si de l'eau rentre, elle amène des bactéries dans l'oreille moyenne, ça s'infecte et la cicatrisation s'arrête. Ok, donc pas de piscine et on fait super attention sous la douche. Mais et si le trou est trop gros et que ça ne se rebouche pas? Là, on passe à la tympanoplastie après quelques mois. Et c'est fascinant.
Parfois, les chirurgiens utilisent un petit bout de papier, genre papier à cigarette stérile, qu'ils posent sur le trou. Du papier à Oui. cigarette? Ça sert de tuteur. Les cellules s'appuient dessus pour pousser et traverser le vide. Pour les plus gros trous, on prend un bout de cartilage derrière l'oreille. C'est du vrai bricolage bio-ingénierie, c'est génial. Mais passons à un autre scénario, hein, parce que le tympan percé, c'est pas le seul danger. Prenons notre patient Thomas. Lui, son problème, c'est le matériel. L'embout en coton accroche la peau, se détache et reste coincé au fond. Ah, le classique du corps étranger. Oui. Et Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pince à épiler, il essaye de l'attraper et bien sûr, il l'enfonce encore plus. Et là, c'est l'angoisse. Il se demande est-ce que l'ouate peut s'enfoncer jusqu'au cerveau? Encore cette peur du cerveau. Ouais. Mais non, le tympan, même s'il est très fin, c'est un mur de briques. C'est complètement étanche. L'objet ne peut pas aller plus loin. Ouf, ça c'est rassurant. Oui, mais attention, le vrai danger est ailleurs. C'est l'occlusion. Le coton bouche le canal. Et la question qui suit, c'est est-ce que cela va s'infecter tout de suite? C'est très probable. Pense au fond de l'oreille comme à une petite serre tropicale. Une serre tropicale, sympa l'image. C'est exactement ça. Il fait 37 degrés, c'est sombre, et avec le coton coincé, l'humidité est piégée. En plus, avec la pince à épiler, Thomas a sûrement fait des micro-lésions sur la paroi. Donc une plaie ouverte dans un endroit chaud et humide. Le paradis des bactéries. Ça donne une otite externe bactérienne très douloureuse. Et pire, les champignons adorent ça. Ah, des champignons dans l'oreille, l'horreur. C'est ce qu'on appelle une otomycose. Ça démange horriblement. La seule solution pour Thomas, c'est de voir un spécialiste qui va utiliser un microscope et une mini-aspiration pour enlever le coton en douceur. Pas de bricolage maison. Bon, face à tous ces risques d'infection et de tympan crevé, on arrive au vrai paradoxe. C'est le cas de Rosario, notre troisième patiente. Elle demande un truc tout simple. Mais si je n'utilise pas de coton-tige, comment est-ce que je reste propre? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est parce qu'on a un gros malentendu sur ce qu'est une oreille. On croit que c'est un espèce de tube passif qui se remplit de saleté et qu'il faut vider. Bah oui, à cause du cérumen. C'est jaune, c'est collant, on se dit qu'il faut l'enlever pour pas faire de bouchons. D'ailleurs, avec le coton-tige, c'est souvent pire. C'est l'effet piston, non? Exactement, l'effet piston. C'est comme nettoyer un vieux fusil à poudre avec une tige plate. Tu ne ressors pas la poudre, tu la tasses au fond. Ah ouais, t'en fais un bloc de ciment contre le tympan. Voilà. Le coton compact des couches de cérumen qui, à la base, étaient molles. Et là, ça bloque le son. Mais le vrai problème, c'est qu'on prend le cérumen pour de la crasse, alors que pas du tout. Ah bon? C'est pas juste de la cire inutile? Pas du tout. C'est un bouclier biologique hyper sophistiqué. C'est un mélange de sébum, de cellules mortes, et surtout, ça contient des lysozymes. Des lysozymes. Ce sont des enzymes qui détruisent littéralement les bactéries. Et en plus, le cérumen garde l'oreille à un pH acide, autour de 6. Donc c'est acide exprès pour tuer les microbes. C'est ça, c'est un antifongique et antibactérien naturel. Si tu l'enlèves avec un coton-tige, tu décapes ta protection. D'accord, mais Rosario, elle va te dire que si on ne l'enlève pas, ça va bien finir par déborder un jour, non? Et c'est là que la magie du corps opère. L'oreille a son propre système d'auto-nettoyage. On appelle ça la migration épithéliale. C'est quoi ça? En gros, la peau à l'intérieur de l'oreille ne pèle pas sur place. Elle pousse comme un tapis roulant depuis le tympan vers l'extérieur. Un tapis roulant en peau? C'est dingue. Ouais, à la vitesse d'un ongle qui pousse. Et ce tapis emporte le cérumen, la poussière, tout ça, vers la sortie. Et quand on parle ou qu'on mâche, la mâchoire masse l'oreille et aide le cérumen sec à tomber tout seul. D'accord, le corps gère. Mais je fais l'avocat du diable. Pourquoi ces bâtonnets sont-ils en vente libre si c'est dangereux? Je veux dire, la taille est parfaite pour entrer dans l'oreille. Ça crie « insérez-moi ici ». C'est vrai, le design est un piège. Ça a été inventé dans les années 20 par Leo Gerstenzang. Il avait vu sa femme utiliser un cure-dent avec du coton pour nettoyer les petits plis extérieurs des oreilles de leur bébé. Ah, donc c'était pour l'extérieur à la base, hein. Exactement. Mais avec le temps, les gens l'ont mis à l'intérieur. Aujourd'hui, les fabricants mettent des avertissements clairs sur les boîtes pour ne pas l'insérer dans le conduit. Mais la force de l'habitude est trop forte. Ok, donc la réponse à la question, quelles sont les alternatives sûres? C'est juste de laisser tranquille. Oui, ou au maximum, nettoyer le pavillon externe, la partie visible, avec un petit gant humide. C'est tout. Nous amène au point le plus difficile, la culpabilité parentale. Revenons à la petite Sephora. C'est pas elle qui a pris le coton-tige, c'est son parent qui croyait bien faire. On dit que des dizaines d'enfants finissent aux urgences chaque jour pour ça. Oui, et la détresse des parents est immense. Ils pensaient juste s'occuper de l'hygiène de leur enfant et ils se retrouvent aux urgences.
La question qui revient toujours, c'est est-ce que c'est ma faute? J'ai pourtant fait attention. Et surtout, est-ce qu'il aura des otites à répétition à cause de moi? C'est terrible cette culpabilité, mais il faut comprendre que l'oreille d'un enfant, c'est pas juste une oreille d'adulte en miniature. C'est-à-dire? L'anatomie est différente, complètement. Le conduit est beaucoup plus court et surtout plus droit, plus horizontal. La distance jusqu'au tympan est minuscule. Donc, un geste qui semble superficiel pour un adulte va directement frapper le tympan de l'enfant. Il n'y a pas de marge d'erreur. Et pour la peur des otites à répétition? Il faut vraiment les rassurer sur ce point. Un coup de coton-tige, c'est un traumatisme externe isolé. Ça ne provoque pas d'otite moyenne chronique. Les otites moyennes, c'est lié au nez, à la gorge et à la trompe de Stache de l'enfant. Donc le tympan de l'enfant guérit bien? Oui, le pouvoir de régénération des enfants est bluffant, tant qu'on évite que de l'eau n'y rentre pour ne pas infecter. D'où la fameuse règle d'or qu'on entend souvent. Ne mettez rien dans votre oreille qui soit plus petit que votre propre coude. C'est ça, hein. C'est physiquement impossible. Et c'est exactement l'idée. L'hygiène, c'est juste la partie en creux à l'extérieur, jamais dedans. Bon, on a vu les infections, les perforations, le bouclier chimique du cérumen, le tapis roulant. Tout nous dit de ne rien mettre dans cette oreille. Mais il y a un dernier truc. Si c'est si mauvais, pourquoi est-ce que ça fait tellement de bien? Parce qu'il faut l'avouer, se gratter l'oreille, pour beaucoup de gens, c'est super agréable. 1. Tu touches au cœur du problème. C'est à la croisée de la biologie et de la psychologie. En fait, le conduit auditif est rempli de nerfs. Et notamment, il y a une branche du nerf vague qu'on appelle le nerf d'Arnold. Le nerf vague, celui qui aide à se détendre, à ralentir le cœur. On voit des signaux de relaxation massifs au cerveau. Donc ça shoote littéralement le cerveau à la détente. C'est ça. Le cerveau te récompense chimiquement pour une action qui est pourtant dangereuse mécaniquement. C'est un vrai bug de notre système nerveux. C'est un piratage total. On risque de crever son tympan, d'avoir des champignons, juste pour 5 secondes de dopamine. Et ajoute à ça le biais psychologique. On a besoin de contrôler. Quand on sort un coton-tige avec de la cire jaune dessus, on a une preuve visuelle immédiate qu'on a purifié quelque chose. Ça court-circuite complètement notre logique scientifique. Ça fait réfléchir. On pense mieux savoir que notre propre corps alors qu'il a des systèmes d'auto-nettoyage d'une complexité folle. En fin de compte, le plus dur, c'est peut-être juste d'accepter de perdre le contrôle et de laisser notre machine biologique faire son boulot tranquillement. Exactement. Faisons confiance à notre anatomie. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette analyse digeste. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration.